C'était à la mode ou connu des épidémiologistes ou des scientifiques, mais pas des gouvernements, comme on le voit la préparation européenne et américaine, mais pas que américaine aussi, je suppose en Afrique ou en Inde. Donc il va y avoir beaucoup d'innovations qui vont sortir de ça, et puis évidemment des entreprises qui vont tirer l'épingle du jeu de cette crise malheureuse. Alors la dernière fois où nous avions parlé tous les deux, Abel, c'était il y a 1 an, c'était au mois d'avril 2019. Vous aviez une phrase dans laquelle vous racontiez votre histoire depuis la création de Eagle Genomics, et vous aviez une phrase dans laquelle vous disiez « Il faut savoir passer le creux de la vague, on s'y habitue ». Vous avez eu des hauts et des bas dans votre vie professionnelle et en tant qu'entrepreneur. Est-ce que le creux de la vague qu'on connaît en ce moment, il est de nature à changer complètement l'avenir de votre société et par conséquent le vôtre? Probablement. Donc là, nous, ça fait quand même 3 semaines qu'on a dû se recentrer, parce que on était en levée de fonds, donc les investisseurs, on les voit plus. Les investisseurs, en fait, sont en train, sur un peu dans l'expectative. Donc on a vraiment dû se reconcentrer sur nos clients actuels et sur les clients avec lesquels on était en train de parler. Donc heureusement, on a encore des rendez-vous téléphoniques et puis conf call pour finaliser des contrats, des nouveaux contrats, des nouvelles discussions sont impossibles en ce moment. Les gens sont en train de gérer le court terme. Donc, et effectivement, le fait qu'on ait du cash et qu'on ait des clients, c'est ça qui est important. Donc vraiment, se resserrer les rangs et puis attendre que la tempête passe pour pouvoir redémarrer, quoi. Et justement, Abel, la différence entre les perdants et les gagnants, si j'écoute et je reviens sur ce que vous venez de nous dire, eh bien, les gagnants, ce seront ceux qui ont du cash, qui ont de la trésorerie, et les perdants, ce seront ceux qui n'en ont pas. Tout à fait. Il y a plusieurs compagnies ici à Cambridge en sciences de la vie qui ont levé beaucoup d'argent juste avant la crise, quelques mois, même quelques semaines avant. Celles-là, elles avaient prévu ce financement pour 1 an ou 2 ans. Donc elles peuvent respirer, quoi. Elles peuvent continuer sur leur lancement, même éventuellement prendre des parts de marché, parce que les compétiteurs qui auront pas eu ça, auront beaucoup plus de mal. Donc effectivement, ceux qui ont de la trésorerie et qui ont un peu de capacité à innover, à se mettre à développer de nouvelles choses, on va avoir un peu de temps pour le faire. Alors en dehors du fait que votre présence de trésorerie vous protège pour l'instant, est-ce que vous craignez quand même les jours qui vont suivre de manière immédiate le déconfinement, donc qui vont suivre de manière immédiate la fin de la crise d'une certaine manière? Moi, ce que je crains, c'est l'effet, ce que tout le monde craint, c'est l'effet domino. Nous, dans l'entreprise, on est un peu chanceux, mais j'ai des amis, des collègues de la famille qui sont dans des milieux économiques où l'impact a été immédiat, quasiment du jour au lendemain, quoi. Où l'entrée de revenus s'est arrêtée comme quand on ferme un robinet, quoi. Donc nous, pour l'instant, ça va, mais si l'écosystème autour de nous ne récupère pas, on sera touché aussi à terme. Donc c'est inédit pour tout le monde, et on sait pas vraiment ce qui va se passer. Moi, au niveau scientifique, je sais que je suis un peu ce qui se passe aussi en Asie du Sud-Est. Le nombre de morts, le nombre d'infections, effectivement, ont diminué, mais le déconfinement se fait de manière graduelle, et même il commence et il s'arrête. Et comme en fait effectivement nous ne sommes pas immunisés pour l'instant, tout ce que tout le monde a peur, c'est on déconfine et puis il y a une seconde vague qui vient. Donc c'est pour ça que la recherche est assez importante au niveau des vaccins. Ça prend un peu de temps, et au niveau des antiviraux, donc ça c'est quelque chose que l'industrie pharmaceutique travaille, et la recherche fondamentale aussi travaille de manière assez intense, mais il faut être patient. Les médicaments miracles viennent pas comme ça du jour au lendemain, quoi. Vous me disiez aussi, Abel, il y a 1 an que il y avait une chose que vous n'excluez pas, c'était l'exit, c'est-à-dire la revente de votre société. Est-ce que des périodes comme celle que vous vivez actuellement font revenir dans un coin de votre tête cette idée de vous retirer de ça et de faire autre chose, parce que votre idée c'était de passer à autre chose? Alors très bien, c'est
c'est une très bonne question parce qu'en fait, la compagnie pour l'instant elle continue, hein, il y a pas de problème. Dans les périodes de crise, effectivement, quand une compagnie ne peut pas survivre sur ses propres deniers, ses propres contrats, mais qu'elle a un peu de propriété intellectuelle, une des solutions c'est la vente à une autre compagnie qui veut acquérir la propriété intellectuelle. Pour l'instant, c'est pas le cas de Eagle Genomics, mais moi, à l'époque où je vous avais parlé, c'était pas encore en discussion, mais en fait, j'ai été en discussion avec mon conseil d'administration depuis à peu près 6 mois, et en fait, c'est tout à fait une coïncidence, mais je vais partir de la boîte d'ici une semaine. J'ai plusieurs startups avec lesquelles je suis impliqué, notamment une startup qui s'occupe de tout ce qui est diagnostic. On avait commencé à faire une technologie pour faire la détection de tuberculose. Et évidemment, maintenant, on s'intéresse au Covid-19. Et je m'implique aussi dans un fonds d'investissement dans les sciences de la vie ici en Grande-Bretagne, en part-time. Donc voilà, j'ai fait un peu j'ai fait mon exit de ce point de vue-là émotionnel et puis aussi au niveau opérationnel, quoi. Est-ce que vous pensez, Abel, que dans le cadre de la revente d'une société, ce qui n'est pas votre cas encore une fois, mais est-ce que vous pensez que dans le cadre de la revente d'une société, une crise comme celle que l'on vit actuellement serait de nature à faire baisser le prix de la société elle-même? Pour l'instant, oui. De tout ce que j'ai entendu d'autres compagnies qui sont en train de lever des fonds, les investisseurs soit retirent les term sheets qu'ils avaient mis en avant. C'est en fait, ils voulaient investir avant la crise et puis ils ont dit, non, on va pas investir pour l'instant, on va attendre. Soit s'ils veulent continuer à investir, ils descendent la valeur de l'entreprise. Et on voit ça partout. Donc après, effectivement, c'est pour ces entreprises-là qui cherchaient ces investissements, est-ce qu'elles en ont besoin? Donc si elles en ont besoin, elles vont pas avoir beaucoup de choix, hein. Il va falloir donner des actions à un prix beaucoup plus bas. Si elles ont le choix, le mieux c'est de dire ok, on attend la fin de la crise et puis on recommence la levée de fonds après. Donc c'est notre cas en fait. Alors moi je suis quand même étonné parce que j'appelais Abel Ureta-Vidal pour savoir comment sa société allait reprendre du poil de la bête après la crise, et puis j'apprends qu'en fait Abel Ureta-Vidal va d'une certaine manière, je me fais un peu l'avocat du diable, va d'une certaine manière profiter de la crise. C'est pas idiot de se lancer après une crise avec des outils qui permettent effectivement d'aller de l'avant. Oui, alors c'est pas idiot, mais c'était absolument pas prémédité. Quand j'ai commencé ma boîte il y a 12 ans, c'était absolument pas prémédité. J'ai commencé ça parce qu'il y avait une opportunité. Le fait que je quitte Eagle, c'est quelque chose qui était déjà planifié depuis à peu près 6 mois. On était en discussion. La date, ça devait être fin mars, donc ça a été un peu plus étendu au 10 avril. Mais le fait que ça tombe en même temps que la crise actuelle, c'est complètement une coïncidence. Le fait que je suis impliqué dans une start-up qui fait du diagnostic, c'était aussi purement une coïncidence. Je travaille avec le fondateur qui est d'origine indienne, qui travaille sur la tuberculose et à améliorer les tests de détection. Et c'est purement une coïncidence. Le fait que les maladies infectieuses reviennent au devant de la scène, pareil, pure coïncidence. C'est être au bon moment, au bon endroit. Mais ça, je l'ai pas planifié, hein. N'empêche que vous y êtes et que vous y serez dans quelques semaines quand tout va redémarrer, certainement lentement, mais tout va redémarrer normalement. Dans quel état d'esprit vous serez à ce moment-là? Est-ce que vous serez un homme tout neuf qui repart vers autre chose, ou est-ce que vous retiendrez tout ce que vous avez appris pendant ces mois-ci, ces semaines-ci? Je vais prendre un peu ce qu'on appelle un semi-sabbatical. Okay, donc je vais prendre 3 à 6 mois où je vais m'impliquer dans différents projets, mais pas de manière à plein temps. Histoire de refléter un peu sur mes 12 ans de start-up, sur effectivement les quelques mois qu'on est en train de passer en confinement, pour après repartir avec une énergie nouvelle et positive. Et pareil, cette période sabbatique, comme on dit, c'est
c'est une opportunité dans une vie. Hein. Moi, j'ai jamais pris de sabbatique. Hein. Après ma thèse, j'ai bossé, puis je suis passé de boulot en boulot, créer ma start-up. C'est vraiment un moment privilégié de prendre un peu de temps pour réfléchir et puis regarder ce qu'on a accompli, moi et ma femme, et puis voir où est-ce qu'on va aller dans la suite. Parce que ce genre de période où on se recentre sur soi, c'est peut-être une opportunité dans toute une vie en fait. Donc pour l'instant, je pense en profiter un petit peu là, oui. Et cette période, ce sera ma dernière question, Abel, cette période de crise, cette période de coronavirus vous a amené à vous ouvrir l'esprit sur des choses qui étaient finalement assez proches de votre activité, mais que vous ne connaissiez pas vraiment, à savoir la médecine. Vous avez beaucoup appris, parce que quand vous me dites je vais redémarrer un petit peu en utilisant ces secteurs-là, vous avez appris ça pendant cette crise? Alors oui et non. Oui, ça m'a rapproché de tout ce qui était maladie infectieuse maintenant, mais en fait pendant ma thèse j'étais en immunovirologie, donc en fait toutes les discussions scientifiques qui sont maintenant sur Facebook et Twitter sur les tests de détection, soit les tests sérologiques, soit les tests moléculaires, c'était mon quotidien pendant 4 à 5 ans quand j'étais à l'Institut Pasteur. Et finalement il y a rien de nouveau, hein. Il y a rien de nouveau, hein. Toutes ces technologies sont connues. Le seule chose, c'est qu'elles n'ont pas été investies de manière à pouvoir avoir des capacités utilisables d'un jour à l'autre. Donc on voit beaucoup d'innovations maintenant qui se passe ici en Grande-Bretagne, je suppose en France, en Allemagne, dans tous les pays, pour se rendre compte que la détection de maladies infectieuses, c'est pas quelque chose de l'âge de Pasteur, mais que c'est très très contemporain. Donc en fait, c'est une sorte de reconnexion par rapport à ce que je faisais il y a une vingtaine d'années en fait. Hein. Donc c'est assez rigolo. Autre projet, autre ambition, autre réaction, si elle ne l'a pas déclenchée, la crise du coronavirus a néanmoins conforté la décision qu'avait prise Abel de prendre un temps calme, stop, brace and think, dirait Julie Campistron, se poser, respirer et réfléchir juste pour mieux rebondir. Pour rebondir tout court en fait. Passez une bonne semaine malgré tout et restez chez vous. C'était le premier numéro de Rebondir. Il y en aura d'autres. Vous pouvez le réécouter ici même et aussi sur iTunes. Salut.